Salut Alain, Bonjour. ça va? Ouais, bien. Est-ce que tu peux te présenter, je te prie, aux abonnés? Alors, je m'appelle Alain Salle, j'ai 60 ans bientôt, et j'habite Carlus dans le Tarn, déjà. Beau, joli petit département, hein. Oh oui. Après, j'ai une belle propriété, j'ai des dépendances qui me permettent mon activité dont on va parler tout à l'heure. Est-ce que tu peux un tout petit peu développer sur ton activité, s'il te plaît? Alors, mon activité, depuis 17 ans déjà, je recycle des outils manuels, pelle, pioche, fourche, râteau, binette, et ainsi de suite, que je nettoie, que je raffute, que je remmanche, parce que c'était des bons outils d'avant, du bon acier, et donc que je remets en service en faisant les marchés. Donc je suis auto-entrepreneur et je travaille chez moi, préparer les outils et je vends sur les marchés de la région. Quand tu dis du bon acier, qu'entends-tu par là? Alors du bon acier, c'est l'acier d'avant, celui qu'on extrayait du minerai. On faisait vraiment du fer, on le travaillait en forge, on le tapait, on enlevait les impuretés, on le solidifiait, on le trempait aussi, on le retravaillait plusieurs fois. Et ça, c'était l'acier d'avant que nos grands-parents avaient et nos parents, et qui durait quand même, je les ai encore en fait, voilà. C'est ça, ils sont encore là, et on n'a plus qu'à changer le manche, les raffûter, les nettoyer, et ça repart, et c'est ça. Par rapport aux aciers modernes, qui sont plutôt un mélange de différents, de tous les métaux qui sont récupérés, mais dedans, des fois, il y a un petit peu de zinc, un peu de cuivre, un peu de laiton ou d'alu. Et donc, ça fragilise cette matière ferreuse qui n'est plus du fer, qui n'est plus de l'acier, et qui va se tordre, s'abîmer, se casser, et être en beaucoup moins grande densité de fer dans l'outil. Ça veut dire que c'est naturellement plus solide ce qu'ils faisaient avant. Tout à fait. C'était vraiment du minerai de fer, déjà du minerai de terre, pardon, bien rouge, hein, où il y avait du fer dedans, qu'on extrayait, qu'on faisait chauffer en bas fourneau. Et vraiment, voilà, c'était la base. Que maintenant, c'est un recyclage global, qui est bien d'ailleurs, mais ça ne donne pas la qualité ferreuse de l'acier et le taux de carbone, puisque le charbon avec lequel on chauffe l'acier pour le forger, le carbone fait partie aussi de la matière idéale pour l'acier, hein, pour le fer. Voilà. S'il n'y a pas de carbone, si c'est que du mélange fondu, s'il n'y a pas le carbone qui va venir donc assister le métal, et donc c'est pas du fer, c'est pas voilà. Et donc ça se tord, ça se casse, voilà, c'est pas vivable sur long terme en fait. Et il y a des pays, tu me disais, où on fait encore un petit peu ça, on a encore du bon métal dans certains pays. Oui, après c'est la façon de le travailler. Donc si on travaille un métal assez longtemps, plusieurs fois, on aura un très très bon métal pour faire des très bons métaux, pour faire des très bons produits de pointe, hein, des trucs, il faut que ce soit très très fort. Après on peut faire, si on ne le travaille pas trop, ce sera toujours un acier, mais ce sera la façon de le travailler plusieurs fois ou pas. Comme par exemple, on nous parle de pays qui ne chauffent pas vraiment l'acier, et de pays comme les Japon qui le chauffent 10 fois, 12 fois, 15 fois, qui va le retravailler. Et c'est ça, cette différence-là, même si la matière première est la même, hein, il y a aussi le travail qui compte. Ok. Je voudrais savoir par rapport à ce que tu vends, est-ce que tu as vu une recrudescence des demandes en 17 ans où justement les gens sont moins attirés par le manuel par rapport à l'électrique? Raconte-moi pourquoi tu t'es vraiment spécialisé dans le manuel par rapport à l'électrique. Parce que le manuel, déjà, si la personne ne sait pas s'en servir, voilà, c'est pas l'outil qui est néfaste, hein. Après, il faut apprendre à se servir d'un outil, bien sûr, il ne faut pas se piocher dans les jambes et tout ça, bien sûr, on apprend. Et que tout ce qui est électrique, personnellement, au bout d'un moment, on peut plus s'y fier. Parce que s'il tombe en panne, si les petits charbons grillent, il faut les changer, si ceci, si cela. Bref, à un moment, on est sans outils. Donc, on n'est pas autonome. On n'est plus autonome. Et en plein hiver ou quoi, si on a besoin de percer un trou dans un bout de bois, autant avoir une petite perceuse à main, une petite vrille, ou au lieu d'un motoculteur, avoir une bêche et puis un sarclet. Hein, pourquoi pas? C'est beaucoup plus naturel aussi. Donc on dépense moins d'énergie aussi. Et niveau demande, est-ce que tu as vu la demande augmenter en 17 ans ou ça s'est un petit peu réduit? Oui, si, parce que j'ai développé mon produit. C'est-à-dire qu'en plus, je propose aux gens de m'amener leurs outils dans l'état où ils sont. Chez moi, je les nettoie, je les affûte, je les huile, je remets un manche et je leur amène comme ça. Donc dans ce sens-là, je leur apprends à sauver leurs outils plutôt que sinon ils l'auraient fini à la déchetterie bientôt.
et fondu dans la masse dont je ne veux pas parler, mais qui est là, quoi. Ouais, c'est sûr. Mais alors, une question, comment ça s'appelle comme métier, alors, le fait de restaurer? Alors, je me suis appelé outilleur, mais ça n'existe pas. Mais Ah bon. comme, non, outilleur, enfin j'ai cherché, ça n'existe pas. Alors, je me suis dit que outilleur, c'était pas mal. Ouais. On m'a appelé plutôt ferrailleur au début, et puis maintenant recycleur. Hein. Depuis 10 ans, là, on m'appelle recyclage. Donc mon petit panneau, ça fait plus chic, ça fait plus moderne, mais c'est toujours la même chose. Hein. C'est vrai que l'essence même, c'est de conserver le plus longtemps possible les outils. Tout à fait. Bah oui. En plus, quand on est habitué à un outil, personnellement, on a une petite binette, un petit truc qu'on adore parce qu'il est léger, maniable ou lourd pour faire un travail justement effectif. La forme, le poids, la taille, tout ça, c'est Une important. pioche, c'est pareil, il faut qu'elle soit quand même bien balèze. Parce que s'il faut taper 10 fois pour faire un truc comme ça, une grosse pioche, le poids et la masse, c'est pareil. Le poids de l'outil fera le travail aussi. Important. On va regarder un petit peu une sélection d'outils. Tu m'as montré tellement de choses qu'on a fait une petite sélection. Et on présente ça aux abonnés tout de suite. Avec plaisir. Alors voilà, on commence par quelque chose de très simple. Après, il y a certaines choses peut-être que les gens ne connaîtront pas. Pourquoi on a sorti ces deux-là? C'était un avant-après, il me semble, par rapport à voilà. Alors avant, on a l'outil qui est rouillé, les dents sont cassées, vous voyez. Ouais. Ensuite, la douille est toute sale, souvent rouillée, abîmée. Ça s'appelle une douille, d'accord. C'est la douille. Ok. Et donc, après, voilà, les dents alignées, la douille nettoyée, le tout huilé avec un manche. Tu huiles, Je huile, ça empêche que... Parce que quand on décape, avec l'air, ça réoxyde aussitôt, quoi. Je filme le chien en même temps. Désolé. Non, mais c'est génial. C'est bien, ça fait de l'ambiance. Donc, excuse-moi, tu me disais, donc quand tu décapes, ça... Alors donc, décaper, l'acier est au contact de l'air et se réoxyde aussitôt, et rouille aussitôt. Donc c'est pour ça que d'habitude on y met ou une peinture ou un vernis, mais moi je mets une huile de récupération, Ok. bien sûr, une huile de friture, que je connais des gens qui font génial, des frites et tout ça. Ça fonctionne bien, ça? C'est très très bien. Et c'est une huile qui a déjà été cuite, donc qui est souvent jetée, et donc elle a déjà été cuite, elle est très fluide, et j'arrive à huiler gratuitement tous ces outils, et surtout la douille à l'intérieur, parce que le fer oxyde le bois. Et si vous ne huilez pas l'intérieur de la douille, avec l'humidité, la vapeur, l'eau et tout ça, le fer va oxyder le bois et ça va se couper là, comme tous les outils, les bêches, les râteaux et les fourches. Donc le deuxième objet, on dirait une petite hachette. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une pioche qu'on appelle une piémontaise. C'est une pioche pour dessoucher, donc certainement dans le Piémont, vous voyez, dans la montagne, et on dessouche, on enlève la terre de ce côté-là et on coupe les racines de l'autre côté. Alors attends, je vais le montrer. Ça, pour couper les racines, voilà. Ici, et ça pour enlever la terre, donc la terre autour des racines, et après on coupe la racine. Comme une pioche, et ça pour... Comme une hache. Alors ce petit objet, qu'est-ce que c'est? Alors moi j'appelle ça une rasette. C'est pour araser, on passe de quelques millimètres sous la terre, entre les rangs de poireaux, d'oignons. Tu peux le prendre en main pour montrer aux gens, oui. Tu sais comme tu m'as montré tout à l'heure. Alors, comme ceci donc. Un petit peu comme ça, bouge pas. Ouais. Tu me vois là? Ouais, super. Alors, comme ceci, on va passer sous la terre et déraciner toutes les petites herbes qui poussent. Vous voyez, entre les rangs d'oignons, entre les salades, autour de tout. Voilà, on va passer sous la terre, soulever la terre et ça va couper les racines de toutes ces petites herbes. C'est pour ça que le manche, il faut qu'il soit assez long. Il faut qu'il soit assez long. Déjà, on peut travailler sous les serres, on n'est pas obligé de marcher. Hein, et donc de là, tac, 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 je vais pouvoir aller fouiller un petit peu autour de mes salades. Puis un binage vaut 2 arrosages. On s'en rappelle. Oui. Ouais, pas mal. Voilà. Avec le petit clin d'œil, ouais, bien joué. Fais voir, je vais essayer de Une zoomer. rasette. Je vais essayer de... Alors attends, ne bouge pas. Je vais essayer de bien le montrer au soleil. Ok, une rasette. Ok, c'est comme un petit rasoir. Voilà, une petite rasette. Une petite rasette, c'est génial. Alors ça rentre bien sûr dans la terre qui a été labourée, bien sûr, hein, dans le jardin potager. Hein. Tu ne rentres pas dans une terre dure. Hein. Argileuse. Oui, non, voilà. Hein, il faut que c'est vraiment dans les plantations. Mais c'est important de le préciser. Alors cet objet, qu'est-ce que c'est? On appelle ça une vrille, donc, hein, pour faire des trous dans les portes, dans les charpentes, pour faire des assemblages avec des chevilles en bois. Et ce sont un jeu de vrilles qui va tous avec le même manche en bois. Hein. Un manche peut faire
travailler plusieurs tailles, c'est-à-dire qu'on peut faire un petit trou, un gros, un moyen, et on a un petit matériel, c'est qu'une vraie perceuse, on peut aller très très loin avec. C'est ça qui est génial, ouais. C'est ça qui est superbe. Selon la taille, tu dois avoir plein de jeux. Voilà, là il n'y a qu'un petit échantillon, mais on peut avoir toutes les tailles possibles. Ça va jusqu'à 40 mm pour les charpentes, et après c'est surtout pour cheviller en bois, et je pense qu'on va revenir à cheviller en bois. Et c'est standard le bout, tu retrouves souvent ce genre de... Alors oui, alors souvent on a un manche pour la même taille, vous voyez. C'est toujours, là il va rentrer un petit peu plus profondément, mais ce sera toujours le même... Excellent. D'accord, donc un seul manche suffit à avoir toute la panoplie. Tout à fait. Plus besoin de perceuse. Tout à fait. Et avant, donc, le menuisier avait sa petite mallette, sa valise en bois avec toutes ses mèches, ses rabots et surtout un seul manche pour travailler avec toutes les mèches, ce qui diminuait, puisque le travail se faisait chez autrui aussi. Hein. On se déplaçait pour faire des travaux. Donc ça diminuait d'avoir plein de manches avec plein d'outils. Super pratique. Très pratique. Alors ensuite, il y a une panoplie. Bon là c'est au soleil, mais il n'y a pas de souci, je peux le filmer. Donc qu'est-ce que c'est que ça, ces trois éléments? Alors je vois c'est une faux. Alors une lame de faux. Alors ce marteau a deux têtes, une pour au bout du champ quand on a fauché tout le champ. On va planter dans terre notre enclume et ensuite on va venir piquer, ça s'appelle piquer la daille, piquer toutes les petites bosses. C'est pour ça qu'on appelle piquer, il y a le bruit. Hein. Et ça, on est d'accord que ça taille et ça affûte. Ça réétire le métal. C'est-à-dire? Ça réétire, ça rallonge le métal. Et toutes les petites bosses qu'on a pu faire avec des cailloux, des grosses branches, ça va les remettre à plat. Et ça réétire le métal pour refaire un tranchant. D'accord. Effectivement. Mais après, on prendra la pierre qui est là-bas pour enlever les bavures. D'accord. Je vois. Ça aplatit et l'autre, ça... Et l'autre va fignoler, quoi. D'accord. Donc, et là, on réétire bien le métal, là, c'est ça. Ok, il se promenait avec donc bon, ça pas avec la faux, mais enfin la faux, il l'avait bien sûr pour s'en servir, mais ils avaient aussi les deux outils, donc l'espèce de marteau. Voilà, c'est un marteau hein, pour piquer la daille. Il y a eu plusieurs modèles, celui-ci est assez récent, et dans les derniers. Et l'enclume, qu'on appelle une enclume pour piquer la faux. Est-ce que tu sais ce que c'est ça à quoi ça sert ça? Alors ça sert pour arrêter par terre là. Ah oui, hein, on ne peut pas aller plus loin. Si c'est dans un champ qui est un peu labouré, donc ça s'enfoncera très vite et ça c'est juste pour bloquer par terre. D'accord, parce que vu ça fait bizarre, mais on dirait des... aussi l'hiver, on pouvait le planter dans un gros billot de bois ou dans un établi avec un trou et donc on pouvait travailler à hauteur d'homme aussi l'hiver et repiquer. D'accord. Vous voyez? Donc dans un trou d'établi, on pouvait repiquer, faire toutes les lames qui servaient pour la prochaine saison. Ah c'est terrible. Excellent. Là tu vois. Alors, et dans le champ, donc il y avait ceci. Alors qui permettait à la ceinture. Alors attends, parce que là on est à contre-jour, je vais te filmer ici. Non, vas-y. Voilà, qui permettait à la ceinture de affûter de temps en temps la lame de la faux. Donc c'est une forme concave, comme la lame de la faux, et dans de l'eau. Ah, il y a de l'eau directement dans Il y a de l'eau toujours. Parce que quand on affûte, il faut mouiller pour ne pas que le métal chauffe trop vite. Et pour ne pas perdre son tranchant. S'il est trop chaud, ça lui fait perdre sa valeur de forge. D'accord, écoute, donc on est toujours obligé. Et aussi, à sec, ça use beaucoup plus vite la lame. D'accord, ok. Le fait qu'il y ait de l'eau, ça permet de... Ça permet d'affûter mieux, de faire un petit filet d'eau avec du grain de pierre et du grain de rouille, et du grain de fer, qui va faire cette pâte, qui va aiguiser. Ok. Et ça gardait l'eau. Alors, il mettait ça à la ceinture. Pour garder l'eau. Donc, celle-ci est en zinc. Au début, c'était en corne. Une corne de vache, en bois. Et ça existait en plastique aussi. J'en ai vu. Et là, c'est en quoi, ça? C'est du zinc. C'est du zinc, ok. Du zinc, donc soudé, comme les gouttières de zinc. À une époque, beaucoup de choses étaient en zinc. Hein. Les abreuvoirs, enfin, ça a été un métal assez bien... Parce qu'il ne rouille pas, c'est pour ça aussi. Ce sont des métaux qui ne rouillent pas, donc qui peuvent rester dehors pour les animaux. C'est génial, excellent. Mais tu vois, mine de rien, de voir à chaque spécificité un outil. Voilà. Ah, c'est génial.
Alors, je vois qu'il y a encore plein de nouveautés et on garde le dernier pour la fin. Vas-y, il me fait plutôt rire. C'est le dernier qui te fait rire. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le sécateur. Alors ça, c'est génial. On va expliquer pourquoi. Ça vient d'où? Ça a été inventé à Gaillac, dans le Tarn. C'est originaire. Donc, c'est le sécateur pour tailler la vigne qui remplace l'ancienne serpette. Avant, on avait la serpette. Donc, avec ceci, vous allez couper les sarments qui dépassent, les grands. Et ensuite, vous allez tailler à la souche les branches. Rien qu'on entend au bruit du métal, ça a l'air extrêmement costaud. C'est costaud et c'est du bon acier, c'est pour ça qu'il fait un joli bruit. Aussi. Je reviens sur ma base. Ouais, t'as bien raison. Donc celui-ci a été fait par Sicard à Albi. T'as une idée de quand ça date? Juste que les gens aient quand même une notion, parce qu'il est impeccable le truc. C'est quand même c'est autour de la Première Guerre mondiale. Hein. Ah ouais, tu vois, j'allais dire années 60, donc c'est encore... je dirais entre les deux guerres. Entre les deux guerres? Pour ne pas m'avancer. On va dire les 2 premières décennies de... peut-être? Oui, parce que des gens m'en ont parlé, ils connaissent ça depuis très longtemps à Gaillac. Okay. Quand j'en vends, ils me disent « Ah mais ça, mon grand-père en avait, et ils sont déjà très âgés. » Donc je sais que ça a des années. C'est en très bon état parce que certains ne servent pas aussi, ont été mis au clou, hein, bien sûr. Hein, ou les vignes ont été arrachées et tout ça, bien sûr. Mais voilà le genre d'outil. Et donc, un petit conseil quand vous avez un sécateur, j'en profite. Vous le laissez, quand vous ne vous en servez pas, ouvert. Sinon, vous comprimez le ressort qui est là et il perd son élasticité. Puisqu'il est en compression, il ne répondra plus comme avant. Quand on s'en sert plus, on le met au clou ouvert. Génial. Petit conseil de pro. Mais je suis sûr que sur chaque outil, tu auras un conseil. J'ai oublié de te demander, mais pour le ressort, c'est pour toi aussi. Ça. Ah oui. Ah oui. Ça part le petit conseil. Hein. Ah oui. C'est énorme. Bon, là, on a l'objet. Après, la bêche, c'est du folklore un petit peu. Ouais, hein, juste montre le truc pour mouton aussi, qui est pour expliquer. Ce que j'aime bien, c'est la deuxième option qu'il a. Alors, c'est une cisaille à mouton. C'est pour tondre les moutons. C'est légèrement recourbé, là, hein, pour ne pas piquer la bête. Donc, génial. Ça marche comme ça. Ça rentre pas dans la peau quand tu... Voilà, c'est pour ne pas la piquer. Donc, on vogue au-dessus, hein, vous voyez. Voilà. Et en plus, comme les lames sont croisées, c'est auto-affûtant. Ouais. Il y a le prix, c'est pas grave. Oh, bah, non, c'est bien, les gens ont une notion de... 20 balles, c'est pas cher. Hein. Ah bah ouais. C'est le prix auquel tu vends? Ouais. Eh bah, en plus, c'est bien. Ça, j'en ai acheté 500 paires. Ah oui, carrément. Ah oui, quand vers Mazamet et tout. Et donc, c'est fait à Boutonnet. C'est fabriqué chez Boutonnet à Mazamet. Ah bah tu vois, ouais. Qui fabriquait tout le matériel pour délainer. Donc j'ai aussi des peignes à laine, des peignes pour dégraisser les peaux, qui faisaient tout ça pour les mégisseries et qui descendaient tout le Tarn. Et tout au bord du Tarn, il y avait des mégisseries partout. Et ils vendaient tous ces outils là-bas. Donc tous les peignes à peler, on appelle ça des peignes à peler la peau, et ces outils-là. Je rappelle aux gens, bon, tu n'as pas Internet, je le dis parce qu'on ne sait jamais, mais si des personnes sont de la région et sont intéressées, ils peuvent me contacter sur l'archipel et je leur remettrai, tu m'as donné ta carte, je leur remettrai tes coordonnées parce que avec ça c'est, oui, mais ça c'est le genre de truc, je sais qu'il y en a qui veulent avoir des moutons et tout, c'est bien de le faire avec ça, même s'il y a sûrement d'autres systèmes, mais c'est bien d'avoir des systèmes D. C'est pas électrique du tout. Et voilà. Après pareil, une petite poche en cuir et on le met au clou, toujours pareil, pour ne pas perdre. C'est ceci qu'on appelle la force, c'est ce ressort qui a été forgé sur une enclume, vous voyez, c'est le bout de l'enclume ronde. Donc il a été forgé en force et c'est lui qu'on appelle la force. Vous voyez. Et après sont adaptés dessus, riftés 2 ciseaux. Wow. Voilà. C'est excellent. Marqué, frappé, boutonné à Mazamet, qui était le plus grand producteur de Mazamet d'outillage pour les mégisseries. Il y avait du boulot à l'époque. Et il y avait du boulot parce qu'on faisait tout manuellement, bien sûr. Ah oui. Voilà, très bel outil aussi. Excellent. Belle découverte. Alors l'autre c'est folklore, tu me dis? Ouais, c'est drôle. C'est rigolo, ça c'est Wolf qui a fait ça à une époque. Attends, on va se mettre aussi. On va se mettre là, bon, par contre je peux pas la planter quoi, mais. Non, on va voir si. Alors, il n'y a pas de ressort? Non, en fait c'est. Si t'as le ressort qui est là. Ah d'accord. En fait si tu veux, normalement je dois la planter en terre, non mais là je ne plante pas. Non, surtout. Et après, donc ça relève le ressort. Ok.
Mais comprends? oui, j'avais pas vu. Ouais, Voilà. ouais, ouais. Et c'est après que j'appuie que ça relève le Et en truc. appuyant, t'as naturellement avec ton poids, t'as la force Voilà. ça ressort. Et ça retourne tout seul. Donc, j'ai trouvé ça rigolo, c'est pas pratique. Tu trouves? Moi je trouve ça. Ouais. Mais voilà, c'est Wolf quand même hein, qui a inventé ce petit matériel-là. Donc une petite bêche à pédale qu'on enfonce en terre. Et la pédale va remonter une fois enfoncée. Et après, je n'ai plus qu'à rappuyer sur la pédale et ça tourne. Pour les gens qui ont des problèmes de dos, je trouve ça génial. Parce Ça peut qu'ils être ont pas pas, mal, ouais. ils ont pas, tu sais, c'est directement, Ah tu ouais. le gardes droit. Tu le gardes au pied là, droit. Ça peut être pas Ah non, mal. c'est vrai que j'en préfère une normale, mais c'est vrai que je voulais vraiment qu'on le montre. Je parce veux que dire que c'est toujours le moteur qui est derrière bien sûr, bien joué. qui Bah fera oui. le travail. Et oui, mais mine de rien, des fois, il y a des formes, là, comme tu me montrais, il y a des formes qui font que ça permet de mieux couper, ça permet Oui, de bien mieux sûr, taper. bien sûr. Tu as toujours un angle de coupe aussi qu'il faut avoir. Pour pas avoir les moutons pour Voilà. les tailler. Par exemple aussi, dans les sarclés, quand on travaille à flanc de colline comme ça, on a des sarclés très fermés. Et en plaine, on a des sarclés à angle droit. Voilà, c'est aussi pour ça, des fois, on trouve des sarclés très fermés. On se casse le dos, mais c'est parce qu'il faut travailler face au coteau. Et face au coteau, vous êtes à angle droit. Excellent. Ah bah ouais, mais n'empêche. Et dans ces coteaux-là, on a beaucoup de vignes sur les coteaux de Gaillac et partout. Hein. Ouais. Beaucoup de vignes sur les coteaux. Avant, on plantait partout où on pouvait. Et donc, les sarclés étaient courbés de façon à être face au coteau. C'est génial. Tu sois toujours angle droit, quoi. Mais c'est génial. Et tu peux pas t'en servir en plaine parce qu'en plaine c'est trop courbé et tu te casses le dos. Donc par rapport à ta situation géographique, il faut aussi acheter ton outillage. Je vends les deux, hein, courbé et droit. T'es un bon commercial. Je me débrouille. Mais non, mais c'est bien. Tu Bah, racontes. ils existent ces outils. C'est que de la récup. Ils existent. Je les ai. C'est-à-dire que je les ai. Non, je les ai trouvés et puis les gens m'ont dit ah oui mais s'il est c'est comme ça c'est parce que tu travailles face au coteau là. J'ai vu, ils m'ont expliqué, hein. J'ai pas inventé tout. Et l'avantage c'est que faire une expo de vieux outils comme ça, tu as toutes les personnes âgées qui viennent et qui ça leur rappelle 40 ans, 50 ans de travail et ils te raconteront le truc et pourquoi. Et des fois je me suis planté, j'ai dit ça, le gars il me regardait, il me dit t'es sûr de toi petit? Petit. Et ben j'ai dit non, pourquoi vous avez une autre idée? Et ben voilà, c'est comme ça qu'on apprend, bien sûr. Tu découvres des nouveaux outils chaque semaine ou c'est quoi là? Bon, maintenant tu as dû presque en voir beaucoup quand même. J'en ai vu beaucoup. Oui, j'en découvre toujours quand même. Ah, quand même. Ouais, quand même. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est les marques maintenant, puis la forme des outils, la solidité, quoi. Bien sûr. Et puis aussi les métiers qui ont disparu. Il y avait des outils en bronze pour les gaziers. C'était les gaziers qui travaillaient sur le gaz, les conduites de gaz, hein, on appelait ça des gaziers. Et donc, par exemple, les burins étaient en bronze, les marteaux en bronze pour ne pas faire d'étincelles. Ah, excellent, bah oui. Et ça, il fallait le faire réaffûter parce que le bronze se travaille. Ah, mais c'est génial. Et voilà, il y a des outils comme ça qu'on retrouve et qui n'existent plus, puisque maintenant on n'a plus les mêmes besoins, on n'est plus dans des conduites de gaz voilà, à retravailler, C'est génial. par exemple. Pas d'étincelles. Ah ouais. J'ai aussi eu un chariot de la mine avec les roues en bronze, le roulement en bronze, tout était en bronze parce que dans la mine il ne fallait pas qu'il y ait une étincelle. Ah, un petit truc pour se rappeler de nos petites mamies et de nos petits papis, ça c'est rigolo. Attends, on va se reculer. On va se reculer là. Je suis bien là, en plus je te cache pas, on est à l'ombre, je ne trempe pas. Ouais. Alors un petit truc sympa qui est rigolo, tout en fer, donc on appelle ça du fer blanc. D'accord. Donc le métier des ferblantiers a existé. Donc on faisait les seaux, les bassines, les entonnoirs. À l'époque, ce sont que des soudures à l'étain, vous voyez. Et celui-ci, personnellement, c'était sympa, c'était pour arroser les préaux des écoles et les cours d'école, parce qu'il y avait de la poussière et pour ne pas que la poussière vole. Voilà. On arrosait le préau avec ça et donc les gamins se battaient pour le faire, bien sûr. Ça c'est totalement, on est d'accord, mais c'est totalement, mais non, on Non, connaît plus ça. Voilà. Et ce qui est intéressant aussi, c'est ce métier de ferblantier qui a existé. Après, bon, voilà, donc ils découpaient les morceaux de ferraille eux-mêmes, les modulaient sur des estampes, sur des enclumes, et ensuite les soudaient, quoi. C'était tout un métier. Après, maintenant, bon, on a produit des choses sans soudure, bien sûr, hein, en inox, en alu, et voilà. Quand l'alu est arrivé, ça a fini, quoi, parce que ça rouille plus, c'est du fer blanc. On a pris du fer blanc, et on a fait beaucoup de choses en fer blanc. Et ça se recycle pas ça? Ils l'ont pas refondu pour... Ça aurait pu se recycler, je l'ai sauvé. Ouais, Voilà, je l'ai sauvé. Tu Mais- gardes la mémoire en même temps. Et oui, la mémoire du métier et puis des gens aussi. Non, ce qui est intéressant, c'est que toutes les petites histoires que les gens te racontent. Eh oui. Alors, je fais 3 marchés par semaine, plus des floralies et puis une petite brocante aussi des fois.
Et c'est l'histoire que les gens te racontent sur l'outil que tu as sorti, sur le truc, et c'est ça ce qui est intéressant, quoi. Alors, là, on dirait vraiment que tu pars pour la Seconde Guerre mondiale. C'est pour la troisième, c'est pour la troisième. C'est pour la troisième guerre mondiale. Alors j'enlève l'étiquette là, hop. Alors ce n'est pas une arme. C'est pas une arme. Quoique, si je fais ça, oui, nous sommes d'accord. C'est une clouteuse à air comprimé. Et quand on renvoie, voilà, ici on charge de clous. Quand on renvoie, juste l'air comprimé, c'est une clouteuse, tout simplement. Et ça envoie avec une bonne décharge. Il ne faut pas mettre la main devant. Ah, il ne faut pas, non. Ce sont des agrafes, des grosses clous de 2 cm quand même, hein, pour percer le bois. Et voilà. Donc pas électrique, air comprimé. Avant, il y avait beaucoup de choses à air comprimé aussi. Hein. Entre les carabines et puis des outils, il y a eu beaucoup d'outils à air comprimé. Et c'est dommage qu'on ne continue pas cette énergie. Parce que c'est sans énergie, quoi, l'air comprimé. On parlait tout à l'heure d'obsolescence programmée, justement, j'ai entendu cette expression. C'est sûr que ça date de quand, ça, Alain, tu sais? Je sais pas, je pourrais pas te dire. Peut-être une trentaine d'années quand même. Hein. Ah oui, quand même. Ouais, truc dans les années, ouais, je pense, ou même peut-être plus, hein, 30-40 ans, quoi, je sais pas, parce que l'électricité est venue quand même il y a un bon moment, donc c'était avant, quoi. Et c'est aussi intéressant parce que tu es autonome. Tu vas à la montagne, tu vas dans une petite maison de campagne, tu n'as pas besoin d'électricité, quoi. Tu peux aller faire des travaux. Hein, un petit coup encore. Allez, encore un petit coup, fais gaffe, il y a quelqu'un. Il n'y a personne. Elle n'est pas chargée. Ah, fais gaffe. Mais bon, là, on a fait une petite sélection. Tu as une centaine, voire même des milliers d'objets. Je reviendrai parce qu'il y a plein de choses à savoir. Et la prochaine fois, on montrera aux gens comment tu fais pour affûter. Comment je nettoie, on se le garde pour la prochaine. Affûte. Okay, exactement. Voilà, comment conserver les objets, comment les restaurer. Et voilà, vraiment un truc, il arrive comme tu m'as montré tout à l'heure. Il est crade, on le nettoie et comment surtout le garder le plus longtemps possible. En bon état. Merci beaucoup à toi, Alain. Avec plaisir. À bientôt. Ciao.